Alors, j'avais pas prévu d'en parler. Pour moi, l'opération de Kursk, c'était du passé, c'était terminé et on passait à autre chose. Mais force est de constater que Donald Trump a écrit dessus cette nuit et ça mérite toute notre attention parce que Donald Trump s'est exprimé sur le sujet de Kursk et on va voir dans cette vidéo si oui ou non ce qu'il raconte est vrai. Mais avant de commencer cette vidéo, je m'appelle Joseph Roche et je suis correspondant en Ukraine. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et je vous en remercie. Et du coup, si le travail que je fais vous intéresse, je vous invite bien sûr à vous abonner. Mais sans plus tarder, revenons un peu sur ce que Donald Trump a raconté sur l'opération de Kursk. Alors, il a écrit un tweet assez intéressant, pardon, un post sur Truth Social, où il dit: Nous avons eu des discussions très bonnes et productives avec le président Vladimir Poutine de Russie hier. Il y a de très bonnes chances que cette horrible et sanglante guerre puisse enfin prendre fin. Mais en ce moment même, des milliers de soldats ukrainiens sont complètement entourés par l'armée russe et dans une position très mauvaise et vulnérable. J'ai fermement demandé au président Poutine d'épargner leur vie. Ce serait un massacre horrible, comme on n'en a pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Que Dieu les bénisse tous. Alors, Donald Trump a écrit sur le sujet et nous, on va s'intéresser de savoir si oui ou non il y a un encerclement des forces ukrainiennes dans l'oblast de Kursk. Et pour ce faire, il faut toujours revenir à nos petites cartes. Donc, sans plus tarder, nous allons aller sur Deep State Map. Donc, comme vous voyez sur les cartes, on a notre petit saillant, enfin ce qui reste de notre saillant de Kursk. Donc, si on remonte un peu en arrière, on voit vraiment la progression russe assez importante depuis mi-février. Donc, vraiment les forces ukrainiennes qui sont repoussées petit à petit avec l'aide des forces nord-coréennes. D'ailleurs, au passage, pour ceux qui disent qu'il n'y a pas de forces nord-coréennes dans l'oblast de Kursk, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les militaires blogueurs, les 1000 blogueurs russes eux-mêmes qui le racontent comme Ribar. Et quand les Ukrainiens et les Russes sont d'accord sur un truc, en général, c'est que c'est vrai, donc il y a des soldats nord-coréens. Il faut l'avouer, dans l'oblast de Kursk, et d'ailleurs, ça a joué un rôle assez important parce qu'il s'agit quand même de dizaines de milliers de troupes, et dizaines de milliers de troupes, bah, ça joue et ça fait une différence sur le champ de bataille, c'est indéniable. Et du coup, si on revient un peu à notre petite carte, donc là, on a notre saillant, ce qui reste de notre saillant, mais surtout, pour qu'il y ait un encerclement, il faudrait que les forces russes puissent couper l'ensemble des forces ukrainiennes ici. Alors là, on a des forces russes dans, dans cette petite zone grise, mais comme on le voit ici, il n'y a pas d'encerclement possible ni imaginable. Alors bien sûr, il est à prendre en compte que Deep State Map n'est pas mise à jour de manière en temps et en heure, mais c'est quelque chose qui a été aussi confirmé par instituts comme l'Institut sur la défense de la guerre, pardon, l'Institut sur la recherche de la guerre, ou aussi tout simplement Ozine Defenders, qui a aussi répondu sur le tweet de Donald Trump en disant qu'il n'y avait pas d'encerclement de forces ukrainiennes. En tout cas, s'il y a eu un encerclement, il ne s'agit pas de dizaines de milliers de soldats ukrainiens. Déjà qu'il y a seulement 20-25 000 soldats ukrainiens qui étaient engagés dans l'oblast de Kursk. Si on parle de dizaines de milliers de soldats, alors on sait que Donald Trump, en général, est assez emphatique, mais c'est aussi quelque chose qui est repris par la propagande russe, et c'est important de le prendre en compte. Et du coup, vous voyez ici, entre la poche que les Ukrainiens tiennent toujours dans l'oblast de Kursk, il y a plus ou moins 8 km sur la première poche, et sur la deuxième poche, il y a aussi plus ou moins 7 km, si je me rappelle bien, ouais, 7 km plus ou moins. Donc il n'y a pas de force ukrainiennes qui ont été encerclées. Là où il y avait un risque d'encerclement, et d'ailleurs il y a eu des unités qui ont été prises un peu au piège, c'est ici, comme vous voyez, au-dessus de Souja, il y a des petites rivières, et du coup il y a eu des groupes ukrainiens qui sont partis en reconnaissance, mais on parle de dizaines de soldats, on ne parle pas de milliers de soldats dans ce cas-là, et ont été pris plus ou moins en prisonniers par les rivières. Mais je sais, pour avoir discuté avec des commandants avec qui je suis en contact, que la majorité d'entre eux ont réussi à repasser les rivières parce que c'est pas non plus le Dnipro, hein, c'est pas non plus des mers, c'est des petites rivières. Et aussi, il est important de prendre en compte que c'est les Ukrainiens eux-mêmes qui avaient détruit les ponts lors du début de la contre-offensive pour empêcher les Russes d'intervenir rapidement. Et ils ont mis en place des ponts portables, même s'il est important de prendre en compte aussi, bien sûr, que les Russes ont fait un peu un nettoyage à la FAB 500 et à la FAB 3000 pour essayer de déloger les Ukrainiens. Donc, comme on le voit ici, il n'y a pas de risque d'encerclement, il n'y a pas un seul institut sérieux qui a parlé d'encerclement, donc c'est faux. Ce que raconte Donald Trump est complètement faux. Et en même temps, c'est intéressant parce que moi, je pense que, bon, ça c'est mon avis personnel, mais moi, je pense vraiment que la scène, c'est la suivante. Donald Trump au téléphone avec Poutine. Poutine lui raconte qu'il a des dizaines de milliers de soldats sur le point d'être capturés, soldats ukrainiens, et Donald Trump le croit. Et je pense que c'est ça qui s'est passé.
et que Donald Trump n'est pas allé vérifier avec la CIA qui a des satellites en direct qui permet de voir l'évolution en direct des soldats ukrainiens et des soldats russes. Et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas parce que lors de son premier mandat, Donald Trump avait fait plus ou moins la même chose lorsque... alors on avait accusé Trump, en tout cas on avait accusé les Russes d'avoir favorisé dans des campagnes d'influence l'élection de Donald Trump au travers du rapport Mueller qui est sorti, etc. C'est un long rapport. Un jour, je ferai peut-être une vidéo dessus. Bon, les conclusions sont beaucoup plus mitigées que simplement de dire que Donald Trump a été élu grâce aux Russes. Bien plus compliqué que ça. Mais de là est né ce qu'on appelle la Russia Hoax, que Donald Trump aime souvent rappeler. Et il avait rencontré Vladimir Poutine. Et après la rencontre avec Vladimir Poutine, il a dit « Ah, bah en fait, j'ai discuté avec Vlad. Et Vlad m'a dit que non, on n'a rien fait. Les Russes n'ont rien fait. Et du coup, moi, je le crois. » Alors ça va effarer tout le monde à l'époque, parce que il y avait le FBI, la CIA, tous les services de renseignement du monde entier qui disaient, bah en fait non, il y a quand même une ingérence. Alors peut-être pas aussi décisive qu'on le pense, mais il y a eu une ingérence, et Donald Trump était en mode, ah non, c'est mon ami Poutine, je lui fais confiance, nanani, nanana. Mais bon, voilà. Donc moi, je pense que c'est vraiment ça qui s'est passé. Il n'empêche que je pense quand même que Vladimir Poutine est dans une situation assez compliquée, parce que encore une fois, comme on peut le voir sur la carte, il y a encore des forces ukrainiennes ici et là, un peu dans certaines poches de Koursk, ce qui est problématique pour les Russes, surtout que maintenant la route logistique est beaucoup moins mise à mal qu'elle l'était sur ce tronçon-là, pour la simple et bonne raison que en fait, l'artillerie russe et les drones russes sont moins importants sur cette partie du front. Du coup, Poutine est dans une situation compliquée où il essaye de gagner du temps, notamment avec son accord de paix, enfin l'accord de cessez-le-feu, où il dit oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée, mais il faut qu'on discute, nanani, nanana. Alors, c'est déjà bien sûr le temps long soviétique, il faut le prendre en compte face à l'immédiateté de la politique américaine où Donald Trump il veut sa paix maintenant, tout de suite, pour pouvoir aller voir son électorat en disant regardez, moi je fais la paix, contrairement à Joe Biden. Mais en même temps, la Russie ne peut pas négocier, en tout cas un cessez-le-feu avec l'Ukraine, tant qu'elle n'a pas délogé tous les Ukrainiens de la poche de Koursk. Et tant qu'il y aura 1 kilomètre de la poche de Koursk dans les mains des Ukrainiens, il ne pourra pas négocier. Et les Ukrainiens, en fait, moi je pensais qu'ils allaient tous partir, mais je pense qu'ils vont, à un moment, ils vont craquer sous le poids. Mais pour l'instant, il y a encore des Ukrainiens dans cette poche-là. Et Donald Trump s'impatiente. Parce que Donald Trump, il veut sa paix maintenant, tout de suite, cessez-le-feu, nanani, nanana. Donc je pense que Poutine est quand même dans une situation assez particulière par rapport à ça. On verra ce que ça va donner. De son côté, Zelensky a dit que euh, l'opération de Koursk avait répondu aux objectifs de départ, à savoir désengorger les forces russes de Pokrovsk. Alors, Zelensky est un politique, donc il faut bien maquiller ce qui est concrètement un échec militaire ukrainien à Koursk, parce que, et aussi un échec politique, parce que le but quand même de cette incursion, c'était quand même, je pense d'un point de vue politique, du moins avoir un levier de négociation contre les Russes. Alors d'un point de vue stratégique, c'est possible que ça ait eu son effet, parce que comme on peut le voir encore une fois sur la carte Deep State, on voit qu'il y a quand même depuis quelques semaines un peu des contre-offensives ukrainiennes sur l'oblast de Koursk. Donc si on remonte un peu à la mi-février, voilà, on peut voir, c'est vrai, ici, dans les zones bleues, que les Ukrainiens sont en train de pousser un peu. Donc c'est possible hein, que les forces russes ayant été obligées de se concentrer sur Koursk n'aient pas pu faire ce qu'ils voulaient faire dans l'oblast de Donetsk. Et d'ailleurs aussi dans l'oblast de Kharkiv, on a vu hier une petite poussée ukrainienne contre le saillant russe dans la région de Kupiansk. Donc voilà, mais ça, l'histoire nous le dira, c'est compliqué à dire pour l'instant. Oui, je pense dans une certaine mesure, l'opération de Kursk a servi à désengager certaines forces russes sur de l'oblast de Pokrovsk, ce qui a peut-être potentiellement fait gagner du temps aux Ukrainiens pour mieux se défendre et aussi ralentir l'avancée, et quitte même à lancer des offensives. Mais ça, l'avenir nous le dira, en tout cas, voilà. J'avais quand même envie de parler du fait que Donald Trump préfère écouter Poutine que vraiment écouter ses renseignements. En même temps, ses renseignements, c'est tout le cigabard, donc voilà. Je ne suis pas vraiment convaincu de la chose. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si elle vous a plu, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et aussi, abonnez-vous, c'est important.